Bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais juste mettre ceci en barre, ce sera plus facile pour moi. Voilà, j'adore les barres. Bonjour à tous. Effectivement, donc on abordera aujourd'hui la menuiserie extérieure en bois. On va parler du choix de l'essence, des traitements envisageables, des finitions ainsi que des labels existants. Et on terminera par, quelques notions, quelques éléments relatifs en fait aux primes qui pourraient être accordées en région bruxelloise. Heu, En fait, la première chose à savoir, c'est, bon, parlons de bois, mais de quoi va-t-on exactement parler? Qu'est-ce qu'on va aborder ici? La menuiserie extérieure, ça peut être relativement large. Soyez attentifs, un petit quiz suivra déjà juste après. Je suis très paresseux, donc ça me permet ainsi de vous faire travailler vous plutôt que moi. Vous avez ici 6 images, qui représentent des mises en œuvre, à l'extérieur. Donc on parle ici bien d'extérieur, il s'agit de menuiserie. Heu, la première image au-dessus à gauche est une menuiserie donc extérieure, sous forme de mobilier. La suivante est un châssis. La troisième, quand on va de gauche vers la droite, est un bardage. En dessous à gauche, vous avez un revêtement extérieur, heu, pour autour d'une piscine. Mais il y a également, ça peut se rapprocher du mobilier, mais ce sont des jeux extérieurs ainsi que, pour terminer, une place en bois. C'est à Louvain-la-Neuve, c'est en Belgique, c'est du bois belge d'ailleurs qui a été mis en œuvre. Il y a près de 70 mètres cubes qui ont été mis en œuvre là. La nuance avec la terrasse autour de la piscine, c'est qu'il s'agit d'abord d'un lieu public et comme vous le savez, Louvain-la-Neuve est une dalle en fait, sous laquelle il y a un parking. Donc ça permet d'avoir, une mise en œuvre un petit peu particulière. Alors, vient ensuite assez rapidement, bien le fameux petit quiz que je vais vous po que auquel je vais vous inviter. Alors, je vais juste essayer de retrouver ce que je dois faire exactement pour vous inviter à ce quiz. Éventuellement, si quelqu'un peut m'aider pour la mise en œuvre de cela, parce que je ne trouve plus, mais voilà, je vais pouvoir vous inviter au sondage. Alors, par rapport à ces fameuses photos que vous avez eu l'occasion de voir, je peux même essayer de vous les remontrer ici. Eh bien, je vous invitais à répondre rapidement, et à me donner les différences selon vous de majeures, dans ces images qui illustrent la mise en œuvre du bois à l'extérieur. Est-ce que et je vous invite à répondre, donc pour cela, je vais lancer le sondage. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Évidemment, c'est un petit peu long. Dans le premier cas, on demande simplement finalement, est-ce que du bois est mis en œuvre sur certaines images et sur d'autres pas? Le bois est en contact avec le sol ou pas? Ça, c'est la deuxième question. La troisième, le bois n'aurait pas dû être utilisé sur certaines images, mais sur d'autres bien, ou il n'y a-t-il aucune différence? Je vois que les réponses commencent à rentrer. Ah, on est à 38 de réponses, les choses vont bien. On a l'impression d'être un petit peu à question pour un champion. Je vais vous laisser encore 10 secondes de réflexion. Voilà, je vais mettre, fin au sondage. 5, il y a 72 personnes pour le moment qui ont répondu et je mets fin au sondage par facilité. Alors, écoutez, eh bien, c'est pas mal. Je suis agréablement étonné de voir que, la majorité, soit, 65 des personnes, ont bien identifié que, d'abord, heureusement, chacun a identifié que c'était bien du bois qui était mis en œuvre, c'est un côté un petit peu rassurant. C'était bien l'objectif quand même de la présentation, entre autres. Le
fait que le bois soit en contact avec le sol sur certaines images, sur d'autres pas. C'est tout à fait ça et c'est très important comme nuance. Donc le fait que vous l'ayez constaté sur les photos permet vraiment déjà d'avoir une bonne notion de ce qui va être possible et des différences qu'on va pouvoir avoir en termes de mise en œuvre. Quand les gens ne constatent aucune différence, je peux le comprendre et finalement, c'est bien l'objectif de la présentation. Voilà. Alors, je vais fermer ici mon panel. Voilà. Je vais mettre celui-ci en plus petit. Désolé, comme ça vous êtes carrément au courant de tout ce qui se passe lors de la présentation. Et tout à coup, je suis bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Donc, en fait, l'objectif de la présentation ici, clairement, il va être un petit peu comme cette pensée ou cette réflexion de Confucius qui est l'objectif est clairement de donner à manger, d'apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. En clair, au terme de la présentation, vous devriez, je l'espère, être capable d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir choisir votre bois pour une menuiserie extérieure. Alors, quand on dit extérieur, ben, comme vous l'avez identifié, la majorité en tout cas, effectivement, dans beaucoup de cas, il faut absolument, et c'est vraiment la condition sine qua non, la condition de départ, savoir si on travaille avec une mise en œuvre en contact avec le sol ou non en contact avec le sol, soit avec l'air. C'est absolument indispensable de le savoir et c'est entre autres pour cela que je faisais une différence entre la terrasse qui était posée autour de la piscine et la terrasse qui est posée sur une dalle avec un parking par conséquent bien ventilé en dessous, comme c'est le cas de la place de Louvain-la-Neuve. Alors en fait, quelles sont les conditions qui font qu'il faut absolument être conscient de ces différences-là? Eh bien, tout d'abord, on a le taux d'humidité du bois. Lorsque le taux d'humidité du bois est en contact, lorsque le bois est en contact avec le sol, son taux d'humidité est quasi toujours supérieur à 20%. Lorsqu'il est au contact de l'air, donc que c'était le cas du mobilier par exemple sur les photos qui étaient présentées, eh bien le plus souvent, évidemment pas en temps de pluie et pas sous certaines conditions, le bois est un taux d'humidité ou en tout cas il revient rapidement à un taux d'humidité inférieur à 20%. C'est très 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 important. Lorsque le bois est en contact avec le sol, eh bien, il y a un séchage qui fatalement est très défavorable et qui en fait ne se produit quasi pas. Lorsqu'il est au contact de l'air, en fait, on a une fluctuation de phase de séchage et de phase d'humidification. Bref, et c'est ça qui nous intéresse ici, et certainement pour du bois mis en contact avec l'extérieur, c'est le risque de dégradation par des champignons, qui est très 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 important lorsque le bois est en contact avec le sol, soit à chaque fois que le bois est à un taux d'humidité supérieur à 20%, il y a des risques d'attaque par des champignons et donc de dégradation de l'ouvrage. Lorsque l'ouvrage est bien aéré, souvenez-vous, c'est le cas du mobilier, en tout cas pour sa partie non en contact avec le sol, c'est le cas de la place de Louvain-la-Neuve, pas de problème, on a suffisamment d'air, le risque d'attaque par les champignons est très très faible. Euh, Aujourd'hui, on va principalement parler de la partie qui est mise en œuvre du bois en contact de l'air. Juste pour information, certains pourraient réagir en disant mais finalement, pourquoi est-ce que vous considérez que la table est en contact avec le sol? Eh bien, tout simplement parce que la base des pieds est en contact avec le sol. Et donc, la base des pieds de ma table est dans une situation tout à fait défavorable, ce qui n'est pas le cas de la partie supérieure de la table. Néanmoins, il faut considérer la pire des situations ou la pire des mises en œuvre ou la pire des portions de table qui est exposée. Et ici, il n'y a rien à faire, les pieds de la table sont en contact avec le sol, donc il faut considérer cette partie-là par sécurité en fin de compte, hein. Mais aujourd'hui, je parle principalement du bois qui est mis en œuvre et qui reste au contact pardon, de l'air. Excusez-moi. Heureusement que ça se fait par vidéoconférence, hein. Alors, on va considérer plusieurs classes, hein. C'est un petit peu particulier, mais tout d'abord, on va considérer la classe d'emploi qui répond à une certaine norme dont je vais vous parler tout de suite. Et il y a, comme vous le voyez dans le tableau, 5 classes d'emploi. Chacune de ces classes d'emploi correspond à une mise en œuvre bien spécifique.
En fait, à l'époque, on ne parlait pas de classe d'emploi, mais de classe de risque. Et en fait, ça permettait d'évoquer les risques qu'avait le bois lorsqu'il était mis en œuvre dans une condition ou l'autre. Alors, vous l'aurez constaté, la classe d'emploi 1, qui est la classe, par exemple, qui reprend les escaliers, le parquet, le lambris, eh bien, ça, c'est typiquement une classe d'emploi où le bois est mis en œuvre donc à l'intérieur, bien sûr, et où il n'y a pas de risque de champignons. Pourquoi? Parce que le taux d'humidité du bois est toujours à un taux d'humidité est toujours inférieur à 20%. Les seuls risques que l'on peut avoir, ce sont des risques d'attaque d'insectes. Alors, la classe d'emploi 2, elle fait référence à tout ce qui est charpente et ossature. Dans ce cas-là, on a un risque accidentel d'humidification. Imaginez dans le cas d'une charpente, il y a un dégât au niveau des tuiles, d'une tuile, eh bien, il y a un risque accidentel, temporaire d'humidification, au cours duquel eh bien, le bois pourrait être un petit peu plus humide que dans une utilisation intérieure classique. Et dans ce cas-là, il y a des champignons de surface, en plus des insectes qui peuvent altérer le bois. Lorsqu'on est dans une classe d'emploi 3, c'est l'exemple typique, vous l'avez reconnu, du bardage, mais des châssis également, dont on va parler principalement aujourd'hui, et de la terrasse, en tout cas pour sa partie qui est lorsqu'elle est non en contact avec le sol. Et dans ce cas-là, il y a clairement un risque de pourriture, donc d'attaque dans la masse du bois et d'insectes. Lorsqu'on est en classe d'emploi 4, c'est le cas des poteaux, des tuteurs, où le bois est en contact avec le sol. Et bien là également, le bois est toujours à un pourcentage d'humidité supérieur à 20%, et donc nécessairement, il y a des risques d'attaque par des agents, donc de la pourriture et des insectes. Ici, c'est la classe d'emploi 5, c'est une classe un petit peu particulière, c'est lorsque le bois est mis en contact avec l'eau de mer, l'eau salée, et dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle des térébrants marins qui peuvent attaquer fortement le bois. Sur Bruxelles, pour le moment en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à avoir. Alors, je vous ai parlé des classes d'emploi qui servent finalement à voir dans quelles conditions le bois est mis en œuvre et quels sont les risques pour le bois. Et ensuite, il y a les classes de durabilité. Les classes de durabilité, c'est la durabilité naturelle, la résistance naturelle du bois à être résistant aux agents extérieurs comme les insectes, comme principalement les champignons. Il y a également 5 classes de durabilité et pour faire un petit peu la différence ici, je ne parle que de la durabilité, j'ai représenté les chiffres sous forme de chiffres romains, bien qu'ils s'écrivent normalement de la même manière que les classes d'emploi. Alors, vous le voyez, en fait, il y a 5 classes de durabilité qui correspondent à chaque fois à des contacts avec le sol. En fait, qu'est-ce qui se passe? On prend des petits piquets de 5 par 5. On les met en contact avec le sol, on les enfonce dans le sol et on regarde tout simplement en les secouant quelle est leur résistance, hein, ou leur perte de masse volumique. Il y aurait une perte de masse volumique à partir du moment où ils sont attaqués par des champignons et des insectes. Et ici, vous le voyez, la classe de durabilité la moins bonne, la moins favorable, c'est-à-dire que le poteau n'a pas résisté au-delà de 5 ans. Au plus on monte dans les classes de durabilité, eh bien, au plus le bois va être ce qu'on appelle durable. C'est très important ici de faire la distinction entre l'aubier et le duramen. Lorsque l'on coupe un arbre, vous le voyez très bien ici sur cette coupe, c'est du chêne, eh bien, la partie extérieure blanche, c'est de l'aubier, la partie intérieure, c'est du duramen. L'aubier n'est jamais durable. Par conséquent, il sera en classe de durabilité 5. Le duramen a une durabilité qui, en fonction de l'espèce, est variable. Et ça, vous trouvez ces durabilités dans un grand nombre de références. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et donc, c'est important déjà pour le prescripteur et pour vous, vous aurez la possibilité de distinguer les bois, eh bien, de demander, de réclamer du duramen. Ne mettez jamais en œuvre de l'aubier parce que vous allez avoir, par exemple, sur un châssis, vous verrez le plus souvent, on le voit, cette partie blanche à l'extérieur par rapport au duramen. Je vous le montrerai d'ailleurs sur un exemple. Essayez de ne pas avoir d'aubier. L'aubier n'est pas durable, il sera attaqué. Et essayez d'avoir une essence dont le duramen correspond à la classe d'emploi, soit le risque auquel est confronté le bois.
Alors ici, aujourd'hui, comme on parle de menuiserie extérieure et principalement de châssis, on va parler principalement de classes de durabilité. Donc il faut essayer de viser en fin de compte des classes de durabilité 1 et 2. Donc soit 3 étant également acceptable, mais étant déjà un peu plus limite. Donc on va principalement se cantonner sur les classes de durabilité des bois, choisir des bois dont la durabilité naturelle pardon, est supérieure à 15 à 25 ans ou supérieur à 25 ans, la catégorie 10-15 ans pourrait être tout à fait acceptable, moyennant certaines conditions. On est un petit peu dans une zone transitoire à ce niveau-là. Voilà. Alors, je vous repropose un petit quiz. Donc, je vais réactiver mon sondage. Je vais lancer le sondage numéro 2. Et donc, je vais vous inviter à remplir celui-ci dans une seconde, soit quelle espèce de bois connaissez-vous pour une utilisation en châssis? Voilà, et je vous invite à le remplir. Plusieurs réponses sont possibles. Alors pour le moment, il y a quand même une certaine activité autour du méranti et du chêne. L'Avzélia se défend pas mal avec un sapelli, Afromosia, châtaignier, padouk qui sont également, selon vous, utilisés en châssis, mais un petit peu moins. Je vois qu'il y a quand même 75% des gens qui ont voté. Je vais vous laisser encore 10 secondes. On est à 80% de répondants. Pardon. Voilà, merci de vos réponses. Alors, c'est intéressant. Tout d'abord, ce qu'on peut extraire de ce sondage. Alors, je pense que si je fais partager les résultats, vous le verrez. Voilà. Désolé, il faut que je me familiarise aussi avec le système. Donc déjà, ce qui est intéressant comme réponse, c'est que selon vous, finalement, quand on regarde cela, il n'y a pas d'essences qui ne conviennent pas. Et c'est effectivement le cas. Parmi les essences qui étaient proposées, toutes les essences sont à conseiller, et c'est effectivement le cas. La majorité, soit 85%, en tout cas, ont identifié que le méranti était utilisable en châssis. Vient ensuite le chêne et d'autres essences. Alors, je vois qu'une personne a levé la main pour poser une question. Euh, je vous en prie. Je pense que simplement, si vous intervenez en activant votre micro, vous pouvez la poser. Non, son micro est désactivé, donc j'invite cette personne à rédiger sa question donc dans le petit onglet questions-réponses. Et on vous Voilà. posera la question à la fin. Donc. Oui. Effectivement. Donc, on aborde cela à la fin. Je continue ma présentation. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc effectivement, toutes les essences qui sont suggérées ici conviennent pour une utilisation en châssis, certaines plus que d'autres parce que certaines sont plus durables, donc ont une durabilité naturelle supérieure aux autres. C'est le cas, par exemple, dans la liste du padouk, de l'Avzélia certainement, de la Formosia. Le méranti est un cas très particulier et ce n'est pas un hasard si je l'ai mis là. Je m'attendais à ce que le méranti soit le plus choisi parce que le plus connu. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'années, 20, 30, 40 ans, le méranti était beaucoup utilisé en châssis. Le méranti est principalement originaire d'Asie. Il se fait que ce sont beaucoup de forêts qu'on appelle monospécifiques, donc avec une seule espèce, et a beaucoup été coupé. Alors, en fait, le méranti, c'est un nom générique qui regroupe un très grand nombre d'espèces, une centaine. Et parmi celles-là, certaines sont bien meilleures que d'autres. Alors, c'était le cas, en tout cas, d'une espèce qui était beaucoup coupée, qui avait de très belles propriétés, classe de durabilité naturelle 2, vous savez maintenant comment les utiliser, et qui convenait parfaitement pour le châssis. Il se fait qu'entre-temps, cette espèce-là, précisément sur les 100, a été beaucoup coupée. Il
il y a eu une véritable pression sur cette essence-là. Et ensuite, on a commencé à couper d'autres espèces qu'on a appelées également méranti et qui avaient par contre des propriétés très variables. Et donc, face à cette grande variabilité, entre autres en termes de durabilité naturelle, avec des durabilités naturelles beaucoup plus faibles que 2, soit 3 et 4, voire même 4, voire même 5 dans certains cas. Et donc, c'est devenu une essence que je ne conseille plus. Donc, le méranti peut convenir pour le châssis, mais la majorité des mérantis, malheureusement, que l'on trouve sur le commerce aujourd'hui, ne conviennent plus. Donc, je la déconseille. Il vaut mieux utiliser une autre espèce dont l'appartenance justement à une espèce est sans équivoque. Alors, je vais reprendre la main sur le sondage. Voilà. Je vous le disais, concernant en tout cas les durabilités, eh bien, il existe, entre autres sur notre site, mais sur beaucoup d'autres, des tableaux qui permettent d'identifier l'ensemble des essences qui conviennent pour les utilisations. Alors, vous le voyez par exemple dans le tableau ici, hein, en menuiserie. D'autres sont à préconiser également pour le bardage. Parfois, les essences conviennent pour un emploi et pas pour l'autre, non pas pour une question de durabilité, mais pour d'autres questions. Et ensuite, par exemple, des bois conviennent également pour la terrasse. C'est le cas de la Formosia qui convient pour les 3 usages ici. Et ce tableau-là, vous le trouvez entre autres sur notre site. De toute façon, maintenant, quelque part, vous avez les éléments pour juger quelle est l'espèce à choisir. 1. Basez-vous sur les conditions dans lesquelles vous allez mettre le bois en œuvre. 2. Cherchez des bois dont la durabilité correspond à l'usage que vous avez, soit durabilité 1, 2, voire 3, où on est dans une situation un petit peu intermédiaire. Voilà. Alors, maintenant, à côté de la durabilité naturelle dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, on peut se poser la question, pourquoi ne peut-on pas choisir un bois qui est traité plutôt qu'une durabilité importante? Et c'est effectivement intéressant comme question. On pourrait très bien choisir un bois qui a été traité, par exemple, à l'aide de sels de métaux lourds, comme je l'expose ici, plutôt qu'un bois qui a une très bonne durabilité naturelle. En fait, quel est l'objectif du bois traité? Eh bien, c'est de conférer au bois artificiellement une meilleure durabilité, avec, entre autres, des sels de métaux lourds. Euh, Certains diront, oui, mais si j'utilise des sels de métaux lourds, est-ce que je ne suis pas moins intéressant au niveau environnemental? Certes, il s'agit d'un traitement. Rassurez-vous, les produits ne sont pas lessivables, les concentrations sont faibles, le produit est très ciblé contre principalement les champignons et donc très efficace. Ça s'applique en autoclave, comme on le voit là. En fait, ce sont des bois qui sont introduits dans un grand four, si vous voulez, sous vide, dans lequel on peut faire le vide et avec des traitements qui sont extrêmement efficaces. On peut en reparler. D'autres types de traitements existent, mais je vais l'évoquer tout à l'heure, mais ici, il s'agit en tout cas de biocides. Il n'y a rien à faire. L'objectif est effectivement d'avoir quelque chose qui détruit ou qui lutte contre les agressions de champignons, et ça ne fonctionne que sur une espèce dont l'imprégnabilité est nécessairement suffisante. Certaines espèces ont une imprégnabilité insuffisante et le produit, de toute façon, à ce moment-là, ne pourra pas pénétrer à l'intérieur du bois. Alors, de nouveau, il existe d'autres traitements que des traitements d'ordre purement chimique. C'est le cas des bois modifiés thermiquement et c'est également, ce n'est à ce moment-là pas un traitement mais un développement, le cas du bois alu, c'est-à-dire qu'il y a un capot en aluminium qui est placé sur un bois qui n'est pas nécessairement durable, voire même absolument pas durable. Est-ce que vous voyez ma souris? Je voudrais juste avoir la réponse de la personne qui accompagne Oui, ce oui, groupe. on voit la souris. Voilà. Eh bien, on voit ici justement la présence d'aubier à l'extérieur du châssis, qui donc n'est pas du tout durable, mais ce n'est pas très grave parce qu'il y a une protection aluminium devant qui est tout à fait efficace et qui permet de complètement protéger le châssis et qui surtout également permet de ne pas devoir l'entretenir. Ce sont des solutions qui sont très intéressantes, mais malheureusement très chères. Pour le bois modifié thermiquement, c'est un traitement qui se fait simplement par chauffage de bois qui sont à l'origine naturellement non durables, mais ce chauffage-là
dans des conditions particulières, n'essayez pas ça dans votre poêle, eh bien, va conférer au bois une excellente durabilité. Et donc, la couche extérieure uniquement est parfaitement résistante aux agressions éventuelles extérieures. Il y a d'autres exemples comme de traitement, mais qui est également d'ordre chimique à ce moment-là, c'est le bois acétylé. En fait, c'est un traitement très particulier. N'essayez pas avec une bouteille de vinaigre, mais le produit de base est le même, c'est-à-dire que c'est de l'acide acétique et on peut ainsi traiter le bois, un bois qui naturellement est non durable et on peut lui conférer une meilleure durabilité. C'est le cas des bois Accoya que l'on vend que l'on trouve sur le marché. Alors, ça, c'est un problème récurrent. J'ai parlé de traitement, donc de traitement dans la masse, de véritables réactions et intérêts contre les champignons et les insectes. Maintenant, il existe la finition, et ici, on n'aborde que les parties esthétiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans la composition du produit, il n'y a pas d'élément qui va améliorer sa résistance aux champignons et aux insectes. Ça arrive dans certains cas que les produits de finition en comportent, mais le plus souvent, ce n'est pas le cas. Alors, c'est le cas des lasures et des huiles qui, le plus souvent, permettent d'avoir un traitement esthétique, donc une finition telle qu'on le voit sur la photo là au châssis. L'objectif, en fait, principal, il est, comme je le disais, esthétique. On maintient la couleur d'origine du bois et surtout, on limite les échanges d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur. C'est important de vous dire ici qu'on produit plus de vapeur d'eau à l'intérieur, 50 grammes par heure par personne, qu'il n'en vient de l'extérieur. Donc il est important, souvent les gens pensent qu'il suffit de mettre un produit de finition à l'extérieur parce qu'il pleut à l'extérieur. En fait, il faut autant de couches, voire une couche supplémentaire à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Et il faut traiter ces châssis parce que à partir du moment où vous ne traitez pas, vous favorisez ces échanges d'humidité et même si le bois est durable, eh bien, vous avez des mouvements dans le bois, le travail du bois qui peut être important et qui va gêner en fin de compte la véritable étanchéité de vos châssis. Donc, vous ne pouvez pas laisser vos bois sans traitement, il faut apporter un produit de finition, un traitement de finition tel qu'une lasure, tel qu'une huile, voire une peinture. N'utilisez jamais de vernis à l'intérieur, ça ne conviendra pas. Le vernis ne résiste pas aux ultraviolets et vous ferez pire que bien. Alors, la périodicité d'entretien est également très importante et c'est une question récurrente. J'espère que jamais vos châssis n'arriveront comme sur l'image ici, ce n'est pas l'objectif, mais elle va clairement dépendre de l'orientation, une orientation sud-sud-ouest étant la plus défavorable. Certaines parties plus exposées, comme la traverse inférieure que l'on voit ici, est clairement la plus soumise. Ça va également dépendre de la rigueur, de la qualité de votre première finition. La première fois que vous appliquez une finition sur votre châssis, appliquez-la bien de manière rigoureuse, suivez les indications du produit. Souvent, il faut 3 couches de finition pour être réellement efficace et durable dans le temps. Mais ça va dépendre de votre attention. Soyez vigilant, regardez tout simplement vos châssis, essentiellement les parties inférieures ou les traverses inférieures de votre châssis. C'est souvent celles-là qui sont les plus dégradées parce que les plus exposées. Ensuite, votre préparation, c'est-à-dire le ponçage, est également déterminante. Alors, cette périodicité d'entretien, elle varie. Comme je vous le disais, les huiles et les lasures, il faut compter 2 à 4 ans. Sur l'image qui est là, la personne avait laissé ses châssis, c'est du vieux Merranti, avait laissé ses châssis relativement longtemps à l'extérieur, sans traitement. Il a pu les reponcer, magnifiquement d'ailleurs, et il a pu obtenir un excellent résultat et les retraiter. Surtout, retraitez-les. Dans le cas de la peinture, évidemment, le problème, c'est que c'est beaucoup plus couvrant, mais par contre, après 10 années, il faudra peut-être les retraiter, les réentretenir selon leur exposition. Alors, en termes de labellisation, eh bien, il existe 2 labels principaux pour le bois, euh, pour les châssis. C'est soit le PEFC, soit le FSC.
Et je vous invite à consulter les 2 sites internet en question, donc pefc.be et fsc.be. Et sur chacun de ces sites-là, vous trouverez des adresses de fournisseurs de bois pour châssis ou de menuisiers qui pourront vous fournir avec ces labels-là, qui garantissent en fait que le bois est issu d'une forêt gérée durablement. C'est-à-dire, je donne souvent cet exemple-là qui n'est pas tout à fait correct d'un point de vue technique, mais lorsque un arbre est coupé, l'objectif est que cet arbre soit replanté. Avec ces 2 labels-là, vous avez cette garantie-là, entre autres. Il y a beaucoup d'autres avantages au niveau social, au niveau environnemental, au niveau économique d'utiliser, de valoriser et de rechercher ces labels-là, mais je ne vais pas l'aborder ici, je n'ai pas le temps pour cela, je louche en regardant vers ma montre. Alors, je terminerai ensuite vers les aspects de demande de primes. Alors, pour cela, je vous invite entre autres, comme Madame Bat l'avait introduit, à consulter, entre autres, HomeGrade qui peuvent vous aider et vous conseiller pour cela. Il y a 2 types de primes, soit après la pose des châssis, soit à faire intervenir, soit après la pose, soit avant la pose des châssis. Lorsque c'est une prime qui est demandée après la pose, eh bien, elle ne concernera que le vitrage super isolant. Elle sera de l'ordre de 10 à 25 euros selon, selon vos revenus, et avec une différence pour des nouveaux châssis ou des châssis existants, donc le remplacement d'un vitrage sur un châssis existant. Ensuite, il y a des primes à réclamer, à demander dans le cas de rénovation avant la pose. Ça concerne donc votre bâtiment lorsqu'il a plus que 30 ans. Et dans ce cas-là, vous le voyez, il y a différentes primes au mètre carré. Ce sont des mètres carrés d'ouverture, donc pas que de vitrage. C'est le vitrage plus la boiserie. Et là, comme vous le voyez, il y a des primes à la réparation et au placement de double vitrage dans un châssis existant, au châssis neuf qui incorpore du bois exotique, soit du bois exotique, soit des essences indigènes, soit des bois labellisés. Vous voyez qu'il y a une différence en termes de montant octroyé qui n'est pas négligeable et qui mérite vraiment de rechercher des châssis, entre autres labellisés, pour avoir le maximum de primes. En plus, avec un vitrage acoustique, ce serait parfait. Et donc, juste pour vous dire, et je terminerai grosso modo par là, qu'il est absolument, qu'il est souvent conseillé lorsqu'on me contacte et que les gens veulent maintenir leur châssis mais remplacer simplement le vitrage. C'est une possibilité, vous le voyez ici, entre autres en termes de nombre de primes. L'inconvénient, clairement, c'est le fait que c'est comme si vous utilisiez un moteur de 2 chevaux dans une Porsche. Vous avez une belle carrosserie, vous avez un beau châssis, par exemple, et vous allez mettre dedans, c'est plutôt en fait un moteur de Porsche dans une 2 chevaux que je dirais à ce niveau-là, parce que vous allez chercher à avoir un vitrage qui est plus performant, et évidemment il sera plus performant en matière énergétique. L'inconvénient, c'est que le châssis en soi, il est vieux, il n'a plus le profil souhaité. Par conséquent, il n'a plus l'étanchéité suffisante à l'air, entre autres, et donc c'est souvent quand même un emplâtre sur une jambe de bois. Donc, je crois que si vous en avez la possibilité, mais c'est peut-être une réflexion personnelle, il est préférable d'attendre et de remplacer la totalité du châssis, même si parfois c'est difficile et qu'on s'attache parfois à certains esthétiques. Et ça pourrait être le cas pour les châssis. Voilà, j'en ai terminé ici avec cette image. C'est un châssis dont j'avais pris l'image à Rome, figurez-vous. Je vous invite à suivre d'autres conférences qui sont données par HomeGrade, et vous trouverez l'ensemble du cycle et de conférences, et vous pourrez vous inscrire sur leur site pour les autres conférences à venir. Voilà, je vais donc, à mon avis, maintenant, entre autres, peut-être partager la parole avec une personne de HomeGrade. Oui, bonjour. Voilà, merci beaucoup pour ce très bel exposé. Alors, je vais partager avec vous les questions que j'ai rassemblées. Alors, hop. Est-ce que vous pourriez juste m'autoriser à Non, partager le numéro de compte est le suivant. Alors, alors, je donc, pense que je devrais... Ah, voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon petit fichier Word? je Vous vois voyez? votre fichier Word. Alors, voilà. Nous avons une première question qui dit: «J'aimerais décaper mes châssis.
en Mhm. les abîmant le moins possible. Certaines parties devront bien sûr par la suite être remplacées, greffées, etc. Le Mhm. but est donc de conserver ces châssis et de les décaper avant restauration, remise en peinture en les abîmant le moins possible, mais sans passer Oui. par les 4 niveaux de scalpel. Quel outil, méthode préconisez-vous? Voilà. Alors, donc, si c'est le cas, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Il faut les poncer. Bon, maintenant, il faut voir quel est le niveau de finition. Est-ce que c'est de la finition classique type lasure? Est-ce que c'est de la peinture, etc. Mais le plus simple est clairement de les poncer en fonctionnant d'abord en protégeant bien les vitrages. Donc, évidemment, avec entre autres du tape, avec du carton, avec des journaux, ça dépend un peu du niveau de ponçage que vous allez devoir utiliser. Sabler, certainement pas parce que vous allez abîmer le vitrage. Donc, il va falloir les poncer. C'est un gros, gros, gros travail. Et parfois, il est même préférable de faire appel pour cela à un professionnel parce que c'est vraiment très fastidieux à faire. Et donc, le ponçage est l'unique solution. On appelle ça mettre le bois à blanc. Donc, c'est parvenir à retirer par ponçage toutes les couches qui protègent ou qui protégeaient en l'occurrence le bois et ensuite surtout de les retraiter. Quand je dis ponçage, il faut procéder graduellement. Donc ça dépend du niveau de l'épaisseur de la couche, mais vous pourriez commencer avec un papier dont la granulométrie est relativement importante, enfin type 60, pour terminer avec une granulométrie aux alentours de 100, en passant parfois par une granulométrie 80. Mais c'est un très gros travail. Lorsque c'est juste de la finition type lasure, elle va juste fariner, elle va légèrement s'écailler en surface, et dans ce cas-là, un très léger ponçage directement papier 100 suffit. Ok, deuxième question. Alors, quand on isole les combles, on ne voit en principe plus le bois apparent. Oui. Comment s'assurer contre l'humidification et les champignons? Y a-t-il des Oui. isolants plus respirants que d'autres? Oui, donc la réponse est oui, il y a des isolants qui sont plus respirants ou perspirants, c'est-à-dire qui vont absorber l'humidité. Mais dans ce cas-là, vous devez avoir un complexe de toiture qui Oups. en fait est ouvert à la vapeur d'eau. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro et donc j'entends une sonnette ou un GSM derrière lui. Donc, quand je parle d'ouverture, c'est-à-dire que je vous l'ai dit, on produit plus de vapeur d'eau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par conséquent, il est important que si vous avez un complexe dit perspirant, si la vapeur d'eau rentre dans votre paroi, donc ici dans votre toiture, il faut qu'elle puisse sortir rapidement. Donc, il faut vraiment avoir un gradient d'ouverture à la diffusion de la vapeur d'eau vers l'extérieur. Ça, c'est une chose. Il y a des isolants pour cela, entre autres, par exemple, la laine de bois. Lorsque donc, oui, je n'ai juste pas terminé, excusez-moi, j'étais troublé. Donc, comment s'assurer de l'humidification? Il n'y a pas beaucoup de formules. Euh, Vous allez malheureusement le voir sur votre plafonnage ou dans votre isolant, mais il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Vous allez peut-être le voir par l'extérieur en voyant qu'une tuile est dégradée, mais c'est tout. Il faut être attentif à tout cela. Si des tuiles bougent, s'il y a des dans votre plaque de plâtre, par exemple, eh bien, tout cela, ce sont des signes que soit il y a une dégradation dans l'étanchéité de la toiture, soit qu'il y a un problème de condensation, donc de la vapeur d'eau qui aurait condensé dans votre complexe de toiture. Voilà. Je Ok. continue. Oui, alors OK. est-ce une matière composite peut être plus, bon, j'imagine, durable que le bois? Par exemple, pour une Euh, toiture terrasse. Ah, Alors, donc dans ce cas-ci, ben, on est plus en revêtement extérieur. Effectivement, on pourrait dire que c'est toujours, oui, c'est toujours la menuiserie extérieure à partir du moment où vous mettriez du bois en œuvre. Le bois plastique et le composite bois plastique n'est pas recommandé. Ce sont des produits qui sont dits stables au niveau de leur couleur dans le temps. Dans la pratique, ce n'est pas le cas. Ce sont des produits qui se décomposent, qui se dégradent aussi parce qu'il y a un composant bois dedans et donc ils se dégradent aussi, ils se déforment beaucoup, ils ne sont pas très agréables parce qu'ils chauffent très fort au contact, par exemple, lorsque vous promenez à pieds nus dessus. Donc je trouve que, et lorsqu'on parle de durabilité en plus, si on parle de la durabilité dans le sens environnemental, c'est clairement pas les bons produits. Et en matière de durabilité dans le temps,
parce que peut-être que c'est ça qui est évoqué, puisqu'on dit ici, par exemple, plus de 30 ans. Pour le moment, les premières expériences que l'on a de ce produit-là, la réponse est clairement non. Le bois l'est évidemment plus. Attention, et c'est important, je parlais tout à l'heure de durabilité. Et je vous disais plus que 25 ans, c'est une situation en contact avec le sol. Il est évident que dans une mise en situation où le bois est bien aéré, on peut attendre une durée de vie du bois bien supérieure à 25 ans. C'est juste dans la pire des situations où le bois se comporte, entre guillemets, aura une durée de vie moins bonne. Ok. Alors, pouvez-vous préciser quelles sont les essences d'origine belge ou à proximité recommandées pour les châssis? Alors oui, donc dans l'exemple donné tout à l'heure, beh, il y avait entre autres, le chêne qui convient très, très bien, mais qui n'est certainement pas le moins cher malheureusement. Il y a, le châtaignier qui convient aussi. Il y a le Douglas ou le mélèze qui sont des essences qui conviennent parfaitement pour une utilisation en châssis, à condition, je le répète, qu'il n'y ait pas d'aubier dedans. Ça, c'est une première chose. Il y a également des châssis maintenant que l'on fait à base de, en tout cas comme je le montrais tout à l'heure, où la couche extérieure est en bois thermotraité. Donc on a conféré au bois une meilleure durabilité. Donc tous ces bois-là conviennent parfaitement en châssis. Au bureau, à Bruxelles, on avait par exemple des châssis qui avaient 30 ans en mélèze et qui se comportaient parfaitement bien, qu'on a remplacé maintenant par des châssis en chêne dès la fin de ce satané virus. Vous pouvez venir les voir chez nous si vous voulez. Très bien. Alors, question suivante. Dans une optique de circularité, est-ce que le bois de palette peut être utilisé pour les plots pour une toiture terrasse? Je suppose qu'un traitement préalable est dans ce cas souhaité. Mhm. Alors, la réponse est... euh, alors, j'allais vous dire non. Et en fait, peut-être que, on pourrait envisager les choses autrement en se disant qu'après tout, la palette, c'est un produit qui n'est, vraiment pas très cher. À partir du moment où on utilise des plots, beh, c'est une bonne proposition. Pourquoi? Parce qu'en fait, on met ainsi le bois dans une situation qui n'est pas en contact avec le sol et donc on est dans une situation où le bois est bien aéré. Maintenant, il est évident que le bois de palette est le plus souvent en résineux, parfois en feuillu, en peuplier. Quand je dis résineux, c'est de l'épicéa. Et donc, ce sont des bois qui ne sont absolument pas naturellement durables. C'est une classe de durabilité 5. Donc, on a en contact avec le sol une durée de vie qui est inférieure à 5 ans. Donc, je vous dirais, non, ne faites pas ça. Sauf si, et de nouveau dans un cadre, un contexte de circularité, on pourrait très bien se dire que, après tout, ça ne coûte pas très cher. Cette palette, elle est peut-être destinée à faire du bois énergie. Est-ce qu'on peut valoriser entre-temps? Est-ce que je ne peux pas me dire, tiens, je vais utiliser cette palette-là pendant un petit temps. Quand je dis un petit temps, c'est inférieur à 5 ans. Et je vais utiliser cette palette-là pour faire ma terrasse. Pourquoi pas? Vous pourriez, mais sachez simplement qu'il faudra la remplacer très souvent. Quand je dis très souvent, c'est tous les 3, 4, 5 ans. Dans ce cas-là, vous pourriez. Attention aussi, d'abord à l'arrimage, surtout si vous êtes à Bruxelles, donc c'est-à-dire dans une situation urbaine et ventée nécessairement puisqu'on est au sommet d'un bâtiment, elle pourrait s'envoler, donc méfiez-vous à l'arrimage, mais également au fait que le, euh, en général, les épaisseurs du bois de palette sont très faibles. On parle de 10-15 cm. Et donc, en termes de structure, une accueil général ne peut pas accueillir généralement plus qu'une personne. Donc, méfiez-vous de ne pas vous laisser également pour cela. Alors, je ne sais pas si c'est chez moi ou chez vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de connexion. Ça coupait un petit peu. Alors, question suivante. Que pensez-vous du mélèze en terrasse? Alors, euh, donc en fait, l'utilisation du mélèze en terrasse. euh, donc le mélèze est un résineux, c'est un résineux dit rouge. Le Douglas l'est également. Alors le mélèze est un bois qui convient très bien, c'est une classe de durabilité 3. Ceci dit, il y a du mélèze indigène sur le marché, mais il y a également du mélèze de Sibérie. Donc si on veut s'inscrire totalement dans une démarche environnementale,
eh bien, il faut s'assurer qu'on utilise du mélèze indigène, donc belge Ah, ou européen, parce que le mélèze de Sibérie, vous m'entendez correctement? un petit peu mieux maintenant. Un Ça, petit peu. Il y a des petites coupures par une petite moment, comme coupure. si votre connexion était ralentie. Ok, Est-ce que vous bon. avez d'autres onglets ouverts sur votre explorateur? Hmm, Un autre programme qui est gourmand en bande je, passante? je vais le faire, je vais fermer à l'instant, mais je n'en ai pas un. J'ai peut-être Teams ici, je vais Ah oui, couper. Voilà, peut-être que ce sera meilleur comme cela. on croise Je les vais... doigts. Merci. Pardon? Je dis on croise les doigts. Merci beaucoup. Voilà. Si, non, je parlerai. Non, pardon. Donc, en fait, le mélèze, par contre, l'inconvénient du mélèze, c'est qu'il a des propriétés où c'est un bois qui est relativement nerveux, donc qui se déforme assez bien naturellement. Et donc, si vous voulez choisir un résineux rouge dont le rapport qualité-prix est extrêmement intéressant, je vous conseille d'utiliser plutôt du Douglas, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au mélèze, mais qui est beaucoup plus stable. Voilà. Très bien. Alors, question suivante. Pour les planchers de salle de bain, est-ce qu'une vitrification est compatible avec un traitement contre l'humidité et les champignons? Est-ce qu'une vitrification est compatible avec un traitement inifuge? Alors, c'est une salle de bain extérieure, alors j'imagine, puisqu'on est dans la menuiserie extérieure aujourd'hui. Non, je plaisante. Donc, dans le cas d'une salle de bain, la question est particulière. En fait, la vitrification, en général, le plus souvent, il n'y a pas de traitement contre les champignons en salle de bain. Par contre, il est absolument indispensable d'assurer une bonne ventilation et la vitrification est parfaitement compatible avec l'utilisation du bois en salle de bain. Donc, l'objectif là est évidemment d'éviter d'avoir des accumulations d'eau. Quand je dis accumulation d'eau, il peut y en avoir un petit peu, mais pas sur une longue période. Sécher rapidement, ça paraît évident, mais sécher rapidement toute tache d'humidité ou d'eau qu'on peut avoir en surface. Ventiler correctement votre salle de bain, soit de manière artificielle, soit tout simplement en ouvrant la fenêtre pendant une demi-heure après votre passage. Là, il n'y a aucun problème. En général, dans une habitation classique, il n'y a pas de traitement inifuge préconisé pour l'application, enfin, pour une utilisation en plancher. Donc, je pense que ce n'est pas requis de toute façon. Voilà. Alors, Ok. la question suivante concerne les châssis en Les- Avzelia. Est-ce qu'ils peuvent s'abstenir d'une finition? Je crois que j'ai répondu en travers de mon intervention en Mhm. disant que la réponse est très claire, c'est non. Leur durabilité est évidemment suffisante pour être utilisée sans finition, mais c'est absolument déconseillé. Donc, franchement, il faut absolument les traiter parce que c'est pas parce que le bois est durable qu'il ne va pas avoir des échanges d'humidité avec l'extérieur. S'il y a échange d'humidité, fatalement, le bois est un matériau hygroscopique comme une éponge. S'il y a trop d'eau, il va gonfler. S'il n'y a pas assez d'eau, il va se rétracter. Et bien, si c'est le cas avec les châssis en Avzelia, et c'est moins le cas avec l'Avzelia, qui est quand même la Rolls des bois que par rapport aux autres essences, mais vous allez avoir un problème d'étanchéité tôt ou tard, donc c'est absolument déconseillé. Ok. Alors, quelle est la différence entre une lasure et un vernis? Voilà, donc le vernis est clairement filmogène, il a une épaisseur qui est relativement importante par rapport à la lasure, qui est dite semi-filmogène, voire même non filmogène, et c'est vrai que dans l'apparence d'un bois verni et d'un bois lasuré, actuellement avec le développement des vernis, surtout des vernis mat, on pourrait croire que c'est la même finition, mais en fait la lasure est beaucoup moins épaisse, elle résiste aux UV, donc, il faut absolument proscrire le vernis sur une menuiserie extérieure. L'azurer est certainement une excellente formule. Ok. Alors, vous préconisez 3 couches de finition pour les châssis aussi bien intérieurs Oui. qu'à l'extérieur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est en général, la majorité des produits le recommandent tel quel. En tout cas,
lors de la première application. Par la suite, si vous êtes très soigneux, très attentif, que vous constatez le moindre début de dégradation, vous pouvez très légèrement poncer, laisser la finition là où elle adhère encore sous le papier ponce et retraiter à l'aide d'une couche. Ça peut suffire. Parfois, il en faudra deux, ça dépend du résultat final. C'est souvent mieux deux couches après, mais initialement, le plus souvent, c'est trois couches qui sont nécessaires. Oui. Alors, question suivante. Vous dites jamais de vernis, mais les châssis anciens étaient toujours en chêne verni. Ils n'ont pas si mal traversé le siècle. Quid quand on veut refaire ces châssis à l'origine? Oui, donc les châssis anciens, à mon sens, ce n'était pas un vernis au sens propre du terme qui était mis en œuvre, parce que les vernis, comme je vous le dis, ne sont absolument pas résistants aux ultraviolets et donc vont s'écailler, vont craqueler complètement. À partir du moment où on a ces craquelures, eh bien, on a une pénétration d'humidité qui est possible, d'eau carrément, et donc ça va accélérer le phénomène de craquelure puisque la vapeur d'eau va se développer en dessous et va faire sauter le vernis. Les châssis anciens étaient aussi souvent peints avec une peinture couvrante à ce moment-là. Et lorsqu'ils n'étaient pas peints, c'est un autre système de lasure qui était utilisé, mais certainement pas du vernis, en tout cas pas dans le sens où aujourd'hui on l'entend. Donc, quand on veut refaire ces châssis à l'origine, il n'y a rien à faire. Il faut passer par une lasure et une lasure qui, si vous voulez, la lasure, c'est un peu comme des lunettes de soleil, c'est-à-dire qu'au plus elles sont foncées, au plus elles sont efficaces. Maintenant, l'inconvénient, c'est qu'on masque le dessin du bois. Donc ça, c'est peut-être un petit bémol. La lasure permet d'avoir, si elle est claire, d'avoir une efficacité contre les UV. Parfois, vous devrez en réappliquer un petit peu plus, mais elle est extrêmement efficace et finalement facile à appliquer si vous suivez bien la procédure et que vous restez attentif. Ok. Alors, que pensez-vous des châssis chêne lamelé collé? Mhm. Cette technique semble les rendre plus résistants, mais ils sont alors moins durables. Alors, moins durable dans le sens durabilité environnementale. Mhm. Je suppose que c'est ça que la personne sous-entend en parlant de colle. D'accord, oui. Euh, alors, c'est en partie vrai. Maintenant, c'est très efficace. C'est-à-dire que le chêne est un produit, que je l'ai évoqué tout à l'heure, qui est très cher lorsqu'on travaille en bois massif. Donc, c'est une excellente formule qui permet justement de démocratiser l'emploi du chêne et l'emploi d'une espèce locale, puisque c'est une espèce belge ou en tout cas européenne. Il y en a en Belgique partout du chêne. Donc, c'est un excellent produit et nous avons également au bureau des châssis en lamelé collé chêne qui se comportent parfaitement, donc aucun problème à ce niveau-là. Je trouve finalement que ça permet de valoriser une essence locale, de valoriser des bois de plus petite dimension, donc en fait d'optimiser la matière première. Il est plus facile d'avoir des petites planches que l'on colle que d'avoir un gros bois avec une belle qualité. Et donc, quelque part, ça, c'est aussi un geste durable. Donc, on a dû faire une concession qui est certainement l'ajout de colle. Évidemment, l'ajout de colle est très faible parce que ce sont des bois qui sont en 3 plis, donc il n'y a jamais que 2 plis qui sont collés. Mais il a fallu faire cette concession-là pour le bénéfice de l'emploi, en fait, de l'emploi local également, en termes social. Donc, on crée de l'emploi et on valorise une essence de chez nous. Donc, je suis certainement pour le châssis en chêne lamelé collé, quelle que soit l'entreprise qui le produise. Ok, ça va prendre encore. Alors, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez des cas des balcons en bois? Quel bois est indiqué? Alors, donc, ce que j'en pense, que du bien. Rue Royale en a une fantastique, c'est une petite digression en face des bâtiments du soir. Je vous invite vraiment à aller le voir, c'est merveilleux. Donc, dans ce cas-là, il faut certainement utiliser l'essence la plus durable possible. Et quand je dis la plus durable possible, c'est une classe de durabilité 1, afin de 1, voire 2, mais certainement pas 3, parce que là, évidemment, il y a un aspect structurel qui est important. Et donc, il faut utiliser ce genre d'essence-là. Donc, essence durable, aucun problème.
Une petite dernière question, est-ce qu'on arrive à 14 Oui. heures? Alors, à Bruxelles, il y a le Swinewood Coop. Mhm. Je suppose qu'il y a également du bois local en Wallonie. Y a-t-il un label de bois belge? Il y a donc effectivement, euh, il y a une association, hein, la Sonian Wood Coop, qui encourage, qui favorise un développement local avec du bois qui provient, comme son nom l'indique, de la forêt de Sogne. C'est majoritairement du hêtre en forêt de soigne, évidemment. Le hêtre n'étant pas suffisamment durable, en tout cas pour être utilisé tel quel en châssis, mais il propose des produits qui sont tout à fait intéressants, qui sont locaux. Il y a également une initiative Bois Local en Wallonie. Si vous allez sur boislocal.be, en bois local en un mot, vous trouverez l'ensemble des producteurs qui s'engage à avoir un approvisionnement, comme son nom l'indique, local, soit dans un rayon inférieur à 200 km. Donc c'est une excellente initiative et vous aurez parmi les personnes qui adhèrent à cette marque Bois Local, vous aurez des fabricants de châssis. À un niveau belge, les labels, on en a parlé, soit le PEFC, soit le FSC existent. Quand je dis belge, au niveau national, mais en fait, ce sont des labels qui existent au niveau international. Il n'y a pas de label bois local belge. Donc ça n'existe pas. Il y en a un pour le bois wallon, il y en a un qui se développe maintenant avec le nom qui est indiqué là sur la forêt de Soigne, mais c'est tout. Mais pourquoi pas, c'est une bonne idée à développer. Ok, on va en arrêter là pour les questions. Il reste encore une dizaine de questions. Alors, les personnes souhaitant vous recontacter, par quel Oui. biais peuvent-ils le faire? Eh bien, tout simplement, donc, vous pouvez aller sur le site bois.be et dans la rubrique Contact, au-dessus à droite, si je me souviens bien de notre site, eh bien, vous pourrez directement nous envoyer vos questions ou votre numéro de téléphone et on vous recontactera pour répondre de vive voix à vos questions. Parfait. Merci beaucoup pour ce très bel exposé, hein. Alors, pour Merci à ceux qui vous. sont encore là, n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines conférences, hein. Donc, demain, c'est une conseillère HomeGrade qui vous parlera de l'isolation de la façade par l'extérieur. Donc, c'est Madame Costa que nous accueillerons demain. Alors, merci beaucoup. Donc, vos questions, n'hésitez pas soit à les poser directement à Monsieur Hugues Frère, soit à HomeGrade. Voilà, je vous souhaite un bel après-midi et à très bientôt. Merci à tous. Bonne Bientôt, merci. journée.